Allô? Allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Oui, madame. D'accord, bonjour. Oui, madame. Vous voyez bien l'image? Pardon, madame. Oui? Ici, c'est quelle section? Hein? C ou l'A? Si vous voulez... Ah, je ne sais pas, c'est la section de Madame Le Hanin. Ah, il y a la section C. Non, madame, normalement, section C, barque. Section C, t'as Madame Le Hanin, comme d'habitude. C'est la section C, Bark. Voilà, j'ai envoyé à la section A. Je sais pas, madame, qui va دخلوا معانا. Je ne sais pas, alors peut-être que je me suis trompée quand j'ai envoyé l'email. Enfin, c'est pas grave. En tous les cas, c'est la section de Madame Le Hanin. C'est-à-dire, c'est pas notre premier TD en ligne. On l'a déjà fait. Normalement, c'est la section C. Troisième. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va faire la série numéro 2. Alors, la série numéro 2, formalisme. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? La dernière fois, on avait dit que les systèmes quantiques, enfin les systèmes microscopiques tels que les atomes et les électrons, les noyaux, les protons, etc., ne pouvaient pas être étudiés à l'aide de la mécanique classique. On avait été obligé au début du siècle, au début du XXe siècle, de créer, d'inventer une nouvelle mécanique qu'on appelle la mécanique quantique. Et cette mécanique-là, elle repose sur des postulats. D'accord? La mécanique quantique, elle repose sur des postulats. Quand on dit des postulats, c'est-à-dire ce sont des notions qui sont posées comme ça, qui ne sont pas démontrées. On ne peut pas les démontrer, mais on doit les accepter. D'accord? Donc, les postulats, il y a est-ce que vous voyez comme ça quand j'écris? Est-ce que c'est lisible? Oui, madame. C'est lisible. Oui. Voilà, la première chose, c'est que à tout état d'un système quantique, tout système quantique, on associe donc je disais à tout état quantique, à tout système, donc à tout système quantique, ça c'est le premier postulat. Tout système quantique, on associe une fonction. Pourquoi on a dit on associe une fonction? On associe une fonction. Ça, c'est le premier postulat. Vous l'avez fait normalement en cours. Hein. Une fonction d'onde. C'est la fonction d'onde. Pourquoi? Parce qu'on a dit la dernière fois que pour le système donc, cette fonction d'onde, psi, c'est ça ce qu'on appelle psi. C'est la fonction d'onde associée au système quantique. Elle dépend de quoi? Psi est une fonction de quoi? Toutes les coordonnées de toutes les particules qui constituent le système. Toutes les coordonnées de toutes les particules. Toutes les coordonnées de toutes les particules. D'accord? Toutes les coordonnées de toutes les particules du système, plus le temps. Ça, c'est le temps. D'accord? Donc, normalement, la fonction d'onde, elle est fonction de toutes les coordonnées de toutes les particules. Donc, si vous avez un système constitué de 10 particules, chaque particule, elle a des coordonnées X, Y et Z.
Donc, vous aurez la fonction d'onde. Elle sera fonction de x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, etc. jusqu'à x10, y10, z10. C'est-à-dire toutes les coordonnées des particules, coordonnées cartésiennes, ou bien coordonnées polaires, ou bien coordonnées sphériques, ou bien coordonnées... Ça dépend dans quel système on travaille. Plus le paramètre temps. Plus le paramètre temps. Normalement, c'est ça. Seulement, nous, en ce qui nous concerne, on va travailler avec les systèmes stationnaires. Donc, on travaille avec les systèmes stationnaires. C'est-à-dire, ce sont les systèmes qui ne varient pas en fonction du temps. Alors, les systèmes qui ne varient pas en fonction du temps. Donc, ne varient pas en fonction du temps. Donc, ça veut dire qu'on élimine le paramètre temps. Donc, ce paramètre-là, on l'élimine. Donc, on ne considère pas le temps. Donc, on ne considère pas le temps. Donc, ça veut dire que pour nous, on va travailler avec les systèmes stationnaires. Donc, on ne va pas considérer le temps. Donc, la fonction d'onde qu'on va rechercher pour chaque système va dépendre de toutes les coordonnées, de toutes les particules du système. C'est tout. Donc, si on a un système à 5 particules, eh bien, il y aura les coordonnées des 5 particules. C'est tout. On n'ajoute pas le temps. Ça, c'est le premier postulat qui dit que à chaque système quantique, on associe une fonction d'onde. D'accord? On associe une fonction d'onde. Et avec cette fonction d'onde, on calcule, je ne sais pas si vous l'avez fait en cours, la probabilité de présence. Pas encore, C'est-à-dire, madame. comment? Vous n'avez pas fait? Encore. Non. Vous me dites, hein, Malish. Parce que vous n'avez pas fait cours aujourd'hui. Vous n'allez pas faire cours aujourd'hui parce que votre enseignante, elle a perdu sa mère. D'accord? Donc, elle ne va pas vous enseigner cette semaine. Moi, je ne sais pas, la semaine prochaine peut-être. Mais en tous les cas, cette semaine, elle ne pourra pas. Donc, nous, on va faire les 2 heures là. Donc, on va essayer de faire courte des comme ça. Alors, on ne considère pas le temps. Bon, voilà. Donc, cette fonction-là, psi, permet de calculer la probabilité de présence. Psi permet de calculer. Alors, je vais dire que ça, si vous voulez, c'est le cours. Hein? D'accord? Donc, prenez-le comme étant le cours. Et suivez bien. Alors, psi permet de calculer la probabilité de présence. La probabilité de présence de la particule. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, ça veut dire, bon, en mécanique quantique, on ne parlera jamais de position. On ne parlera jamais de position de la particule. On dira toujours probabilité de présence. C'est-à-dire qu'on vous demandera pas de calculer la position exacte. On ne peut pas calculer la position. Par exemple, position exacte, c'est-à-dire un paramètre ou bien une grandeur physique exacte. Bon, vous allez voir après. Je vais vous expliquer après comment ça se passe. Mais essayez de suivre ici. Donc, psi permet de calculer la probabilité de présence de la particule. D'accord? C'est-à-dire, dp est égal conjugué de psi que multiplie le conjugué de psi fois d tout. D'accord. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Ça, c'est l'élément de la probabilité de présence. Quand on veut calculer P, est égal l'intégrale de dp est égal l'intégrale de psi conjugué psi d tout. Alors, ça, c'est la probabilité de présence d'une particule dans un volume donné. Dans un volume ou bien un domaine, n'importe quel domaine, ça dépend. Maintenant, ça c'est psi conjugué, c'est le conjugué de psi. C'est-à-dire que si psi elle est réelle, si psi est réel, son conjugué c'est lui-même. On aura psi au carré ici. D'accord? Parce que le conjugué d'un réel, c'est lui-même. Maintenant, si psi est un complexe, c'est une fonction complexe, eh bien, il faudra calculer
ou bien écrire le conjugué de la fonction psi. D'accord? Donc, psi conjugué. Et on a la probabilité de présence de la particule dans un domaine D est égale à l'intégrale de dp, c'est égal à l'intégrale sur le domaine D de psi conjugué psi dτ. Dτ, c'est l'élément de volume. Ça dépend. Si vous êtes à une seule dimension, ça va être dx. Si vous êtes à deux dimensions, ça va être dx, dy. Si vous êtes à trois dimensions, ça va être dx, dy, dz. D'accord? Donc ça, c'est l'élément de volume. Madame, ça c'est le premier postulat. Oui, c'est le premier postulat. C'est le premier postulat de la mécanique quantique. Si vous voulez, là, c'est on rentre dans le formalisme. Hein. Donc, c'est le premier postulat. Le premier postulat, il dit, chaque système quantique, on lui associe une fonction d'onde. C'est la fonction qui décrit l'onde qui est associée à ce système. Donc, cette fonction d'onde, elle dépend des coordonnées de toutes les particules qui constituent le système. Alors, sachez que, bien sûr, j'ai dit comment on travaille avec les systèmes stationnaires, eh bien, il n'y a pas le paramètre temps. Parce que normalement, il y a le paramètre temps, mais comme on travaille dans les systèmes stationnaires, on ne le considère pas. Maintenant, cette fonction d'onde, elle-même, la fonction elle-même, elle ne sert pas à grand-chose. Ce qu'on utilise en général, et je dirais même toujours, c'est cette formule-là. C'est-à-dire, c'est le carré de la fonction. C'est le psi conjugué fois le psi. D'accord? Mais on va mieux comprendre après en faisant quand on va faire les boîtes, etc. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir que la fonction psi est utilisée pourquoi? Pour calculer la probabilité de présence. Elle est utilisée aussi pour calculer d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est pour la probabilité de présence. D'accord? Ça, c'est le postulat. C'est le premier postulat. Maintenant, le deuxième postulat. Ah, le deuxième postulat, c'est le côté... le deuxième postulat... Opérateur. Voilà. Le deuxième postulat, il dit que alors, on voit bien comme ça, voilà. Deuxième postulat, c'est opérateur associé aux grandeurs physiques. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit que contrairement à la mécanique classique, où par exemple, quand vous voulez calculer une quantité de mouvement, vous dites P égale mv. Vous prenez la masse de la partie de l'objet ou bien la masse. Vous prenez sa vitesse, vous faites la multiplication et vous avez la quantité de mouvement. Si vous voulez calculer l'énergie cinétique, vous faites n demi de mv au carré. Vous prenez la vitesse, vous prenez la masse, vous remplacez et vous faites le calcul. Mais ça ne marche pas pour les systèmes quantiques, les systèmes que nous étudions et qui sont concernés par la mécanique quantique. Donc, en mécanique quantique, si on veut calculer une quantité de mouvement, on utilise l'opérateur quantité de mouvement. Si on veut calculer une énergie cinétique, on utilise l'opérateur énergie cinétique, l'opérateur associé. Donc, le deuxième postulat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à toute grandeur physique, à toute grandeur physique, qu'on va appeler comme ça A, on va la symboliser comme ça par un A majuscule. Hein. D'accord? Vous suivez? À toute grandeur physique A est associé un opérateur, ça c'est le deuxième, un opérateur, attention, linéaire. Il faut absolument qu'il soit linéaire et hermitien ou hermétique. Pardon, madame, هادو درناهم. Ah, درتوهم؟ Eh, présentiel. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Parce que votre camarade maintenant m'a dit on n'a pas fait. Non, madame ما درناهمش Si, madame, درناهم. Non, ما درناهمش مدام. شوفوا علينا ما درناهمش. ها؟ ما درناهمش مدام. مدام أنا كتبتهم في الكور. هذا درناهم اللي كتبتهم أنا تاني. إيه donc درتوهم مع مدام لحنين. Oui, justement, عند مدام لحنين. Bon, معليش. Alors, donc, à toute grandeur physique, A est associé à un opérateur linéaire et hermétique. Donc, l'opérateur qu'on associe à la grandeur A, c'est-à-dire qu'à la grandeur A, je lui associe un opérateur comme ça que je note à chapeau. Ça, c'est la grandeur physique. Ça, c'est l'opérateur associé. D'accord? Donc,
il faut, si je veux calculer l'énergie cinétique, il faut que j'écrive, par exemple, l'énergie cinétique, il faut que j'écrive l'opérateur associé à l'énergie cinétique. Si je veux calculer l'énergie totale, il faut écrire l'opérateur associé à l'énergie totale. D'accord? Donc, sachant que tous les opérateurs, ils s'écrivent en fonction de quoi? Les opérateurs s'écrivent en fonction des opérateurs position et des opérateurs quantité de mouvement. Donc, ils s'écrivent en fonction des opérateurs. De quels opérateurs? Donc, vous les avez en cours, hein, puisque vous l'avez fait. Des opérateurs X, Y, Z, Px, Py et Pz. C'est tout. Donc, c'est les opérateurs associés à la position X, Y, Z. Ça, c'est les opérateurs associés au vecteur position. Parce que le vecteur position, c'est 3 coordonnées. X, Y et Z. Et ça, c'est les opérateurs associés à la quantité de mouvement P, qui a 3 composantes, Px, Py, Pz. Parce que quand on travaille à 3 dimensions. Là, je vous donne à 3 dimensions. Maintenant, si vous travaillez à 2 dimensions, vous enlevez le Z et le Pz. Si vous travaillez à une seule dimension, vous enlevez YZ et PY, PZ. Et vous allez avoir uniquement, ou vous travaillez sur X, ou vous travaillez sur Y, ou bien sur Z. Vous choisissez. Ça dépend de ce qu'on vous dit. Maintenant, si on travaille à 3 dimensions, la quantité de mouvement P, elle a 3 composantes, Px, Py, Pz. L'opérateur Px, c'est l'opérateur associé à la composante Px de P. L'opérateur Py, c'est l'opérateur associé à la composante Py de P. L'opérateur Pz, c'est l'opérateur associé à la composante Pz de P. Vous voyez, ici, je ne mets pas de chapeau parce que ce sont des composantes. C'est comme des coordonnées. Maintenant, X, Y, Z, ce sont les coordonnées cartésiennes. Ça, c'est les coordonnées cartésiennes. D'accord? Maintenant, ceux-là, il faut les connaître par cœur. Ceux-là aussi, ils ont été posés. Pas posés comme ça au hasard. Hein. Ça a été étudié, mais maintenant, ça rentre dans les postulats. C'est-à-dire, on ne les démontre pas. On sait que Px égale H bar sur I, D sur Dx. C'est-à-dire, on dérive. Py, c'est H bar sur I, D sur Dy. Et Pz, c'est H bar sur I, D sur Dz. Alors, je mets des dérons. Vous voyez, je mets des dérons. Parce que ces dérivés-là, c'est pour faire quoi? Pour dériver la fonction psi. Pourquoi je mets des dérons? Je n'ai pas mis un dé droit comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des dérivés partiels, si on travaille à 3 dimensions. Et que la fonction psi, elle dépend de plusieurs coordonnées. Forcément, ce sera des dérivés partiels et non pas des dérivés totales. Donc, maintenant, si vous travaillez à une seule dimension, ça sera une dérivée totale, parce qu'il y a une seule coordonnée. D'accord? Et les opérateurs X égale X, l'opérateur Y égale Y, et l'opérateur Z égale Z. Alors, ces opérateurs-là, il faut les connaître par cœur. Alors, cet opérateur-là, parfois on l'écrit H bar sur I, D sur Dx, et parfois on l'écrit, c'est la même chose, vous choisissez celle qui vous convient, la formule que vous préférez. Alors, parfois on l'écrit moins I, H bar. Bon, voilà. Donc, les opérateurs de Px, Py, Pz, soit on écrit H bar sur I, D sur Dx, etc. Soit on écrit moins IH bar, D sur Dx, moins IH bar, D sur Dy, moins IH bar, D sur Dz. Vous prenez la formule qui vous va le mieux, que vous préférez. Personnellement, je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion aujourd'hui. Hein. Bon. Personnellement, je préfère utiliser celle-là. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas m'embêter avec un signe moins. Après, je risque d'oublier quelque part.
Donc, je préfère utiliser celle-là. Après, vous voyez, soit celle-là, soit celle-là. C'est la même chose. Donc, vous les apprenez par cœur, d'accord? Il faut les connaître. Donc, Madame, si pardon. oui, Pourquoi le mois? pourquoi il y a un moins ici? Oui. Regardez, si vous faites H bar sur I, D sur DX. Si je multiplie par I ici et par I ici, ça changerait? Donc, pour ne pas avoir je multiplie par I en haut et I en bas. Donc, ça fait H bar, IH bar divisé par I au carré. D'accord. C'est-à-dire I au carré, c'est moins 1. Donc, ça fait moins IH bar D sur DX. Merci, madame. Voilà. Donc, on est d'accord. Ces opérateurs, il faut les connaître parce qu'on ne va pas vous les donner. D'accord? Donc, il faut les connaître par cœur. Donc, ces opérateurs-là, ce sont ces seuls opérateurs qu'on va utiliser pour construire tous les autres opérateurs. Alors, normalement, il y a l'opérateur temps. Normalement, il y a. Mais comme on a dit qu'on travaillait avec les systèmes, vous m'entendez? Allô? Oui, madame. Donc, Oui. ouais. Et la connexion, elle est pas bonne, ça des coupures. D'habitude, ça marche mieux. Alors, j'ai dit, normalement, il y a aussi l'opérateur temps, mais comme on travaille avec les systèmes stationnaires, on ne va pas considérer le temps. Uniquement les coordonnées cartésiennes. On utilise les coordonnées et on utilise les composantes de la quantité de mouvement pour écrire tous les autres opérateurs, pour écrire l'énergie cinétique, l'énergie totale, l'énergie potentielle, etc. D'accord? Donc, ce sont ceux-là qu'il faut connaître. Maintenant, pour illustrer cette histoire d'opérateur, alors, regardez l'exercice de la série numéro 2, premier exercice. Alors, essayez de suivre exo 1. Vous avez fait, est-ce que vous avez fait comment construire un opérateur? Bon, Maëlish, on va le faire de toute façon. Alors, série 2. Là, on a fait deux postulats. On va faire la série 2, on va faire les deux. Alors, donc, alors, est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Allô? Est-ce que vous suivez? Ouais. Oui, Oui, madame. madame. Donc, regardez, vous avez un trouvé la série normalement, la série d'exercices. Oui. Donc, la série d'exercices, dans l'exercice 1, c'est les opérateurs, ça rentre dans le cadre de ce deuxième postulat. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de le faire maintenant. Donc, on vous dit montrer que l'opérateur opérateur, quantité de mouvement. Opérateur, composante. Composante PX. Vous voyez pas? Comme ça, vous voyez. Non, madame.
On n'entend pas. Pas maintenant, mais ça se coupe un Madame, peu. Et ça, il y a des coupures, il y a des micro-coupures. Oui. Je ne sais pas ce qui se Madame. passe. Enfin, je ne sais pas. madame, les lois comme le S1. Oui. Comment? Madame, les lois pour vérifier si les opérateurs sont linéaires et hermétiques. Comme le S1. راح لها الصوت واقيلا. Madame. Allô? مدام الكونيكسيون راهي كاينة بروبليم دوسون شي. Fais-je problème? Je ne sais pas. Moi, j'ai deux réseaux ici. Je fais exprès. J'ai deux réseaux pour ne pas avoir de problème. J'ai deux réseaux. Et dès que ça marche pas, je bascule entre les deux. À chaque fois, je change. Quand il y a un problème, je change de. Ça y est, c'est bon. Comme ça. Normalement, ça marche maintenant. Oui, Bon, madame, سي ça بون marche. مدام أنا نسمع. comme ça. Non. Oui, madame, Là, ça j'ai marche. mis. Chaque fois, je mets. C'est bon, merci. On apporte. Je sais pas. Des fois, j'ai fait exprès. J'ai mis mobilise. J'ai mis
Hujma, et à chaque fois, bon, bref. Alors, je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans cet exercice, on vous dit montrer que l'opérateur position, et l'opérateur PX, c'est quoi? L'opérateur PX, c'est l'opérateur associé à la quantité de mouvement, à la composante PX de la quantité de mouvement. À la composante PX de P. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans le postulat numéro 2? On a dit à chaque grandeur physique, on associe un opérateur, il faut qu'il soit linéaire et hermétique. C'est obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez un opérateur qui n'est pas linéaire ou bien un opérateur qui n'est pas hermétique, il ne peut pas représenter une grandeur physique en mécanique quantique. Il ne peut pas décrire ou bien il ne peut pas être utilisé pour représenter une grandeur physique. Il faut qu'il soit linéaire et hermétique. Donc, s'il n'est pas linéaire, c'est même pas la peine d'aller vérifier s'il est hermétique. Alors, X. Madame, linéaire. il faut y avoir les deux conditions. Comment? Il faut Les voir deux les deux conditions. conditions. Oui, il faut voir les deux conditions. Mais s'il n'est pas linéaire, c'est pas la peine d'aller voir s'il est hermétique. Alors, ça veut dire quoi X linéaire? X linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X appliqué à F plus alpha G, il faut qu'il soit égal à X appliqué à F plus alpha X appliqué à G. Ça, vous l'avez fait. Vous savez que F et G, ce sont deux fonctions. Ce sont des fonctions. Et alpha, c'est un scalaire. C'est-à-dire, c'est un réel. Il faut que F et G, ce sont des fonctions. Et alpha, c'est un scalaire. D'accord? Donc, ça, vous l'avez vu au S1, je pense. Vous l'avez vu au S1. Alors, on va montrer que X est linéaire. Enfin, on va vérifier que X est linéaire. Alors, vous savez que X appliqué à F est égal à quoi? Est égal à X que multiplie F. Alors, attention, ici, ce n'est pas une multiplication. C'est une application. C'est un opérateur. D'accord? Alors, X appliqué à F égale petit x que multiplie F. Là, c'est une multiplication. Là, vous prenez la coordonnée cartésienne X que vous la multipliez par la fonction F. D'accord? Donc, X appliqué à F plus G, plus alpha G. Attention quand on fait la démonstration de la linéarité. Parce que parfois, on a l'impression d'avoir fait la démonstration alors que non. Si vous écrivez directement est égal à XF plus, ça ne marche pas. Première chose à faire quand on vérifie on vérifie la linéarité, première chose à faire, vous avez X appliqué à quoi? Appliqué à tout ça. À tout ça. Donc, est égal à X que multiplie tout ce qui est entre parenthèses. On ne commence pas par séparer dès le départ. On ne va pas se dire oui parce que c'est plus, je ne sais pas. Non, il faut faire l'application. Il faut appliquer la définition de l'opérateur. Si l'opérateur, sa définition, c'est une multiplication fois F, et bien, multiplication de X fois F, et bien, on multiplie X fois ce qu'il y a dans la parenthèse. Enfin, si vous avez ici F1 plus F2 plus F3 plus F4, etc., vous allez faire X qui multiplie F1 plus F2 plus F3, etc. Tout dépend de ce que vous avez à l'intérieur. Donc, c'est X que multiplie. Est-ce que c'est clair? Parce que très souvent, je rencontre des démonstrations